Dans cette vidéo, je vais vous montrer ainsi que vous présenter tous les indicateurs que j'utilise au quotidien dans mes vidéos pour réaliser des analyses techniques du Bitcoin ainsi que de différents altcoins. Je vais vous présenter aussi tous les outils que nous voyons ensemble dans les émissions afin que vous puissiez les suivre, les comprendre et aussi et surtout les appliquer dans votre propre stratégie. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que je vais vous présenter dans cette vidéo la plupart de mes outils ainsi que de mes indicateurs. Donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Je sais que vous l'attendiez depuis un petit peu de temps, donc c'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. Ici Adam comme d'habitude de la chaîne YouTube Cryptologique. Aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, tous les indicateurs, tous les outils techniques que nous utilisons au quotidien dans les vidéos afin que même un débutant, si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as jamais vu mes émissions jusqu'ici, eh bien tu vas pouvoir comprendre mes stratégies, tu vas pouvoir comprendre aussi la manière dont j'analyse le marché au quotidien. Et de cette manière tu vas pouvoir rentrer dans ma tête et totalement comprendre mes prochaines analyse et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette émission. Je veux que chaque personne qui tombe sur la chaîne peut concrètement comprendre ce qu'il s'y passe. Donc avec cette vidéo, on va totalement schématiser et aussi décortiquer tous ces outils, tous ces indicateurs, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment est-ce que je les utilise. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Juste avant les amis, je souhaite vraiment vous souhaiter un agréable Noël et évidemment des agréables fêtes de fin d'année. On est aujourd'hui le 25 décembre 2022, donc vraiment j'espère que vous avez passé un super Noël auprès de vos proches. S'il y a des personnes qui ont été seules, eh bien écoutez les amis, ne vous inquiétez pas, cette année était peut-être une année sombre, mais l'année prochaine sera une bien meilleure année. En tout cas, vraiment, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère surtout que vous avez pu passer du bon temps avec votre famille, c'est vraiment l'essentiel. Des fois, il faut un petit peu décrocher des graphiques et prendre un petit peu de bon temps. Donc, on va directement pouvoir passer dans le vif du sujet. Cette vidéo est un petit tutoriel, j'ai voulu prendre du temps, un petit cadeau de Noël pour vous, directement pour pouvoir essayer de vous schématiser le plus simplement possible tous les indicateurs qu'on voit ensemble au quotidien. Comment est-ce que j'analyse les graphiques et évidemment pour que vous puissiez bien comprendre chaque vidéo et chaque future émission de la chaîne. Donc là, on est sur un outil qui s'appelle le Scalpex Index. Alors n'hésitez pas déjà à aller dans la description, vous allez avoir tous les liens des outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Ils sont tous gratuits. Il n'y a rien de payant dans ce tutoriel et dans les émissions que je réalise au quotidien, j'utilise pour la plupart des outils qui sont totalement gratuits. Donc il n'y a pas de vidéo sponsorisée ni quoi que ce soit. C'est simplement pour vous présenter entièrement comment est-ce que vous, de votre côté, de manière totalement gratuite, vous pouvez concrètement suivre le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur tous les liens, ouvrez-les, comme ça vous allez pouvoir suivre la vidéo dans son intégralité. Donc on est ici du coup, comme je l'ai dit, sur le Scalpex Index. Ce que je regarde dans un premier temps sur le Scalpex Index, ça va être ici ce qu'on voit appeler Fear and Greed Index, donc le Crypto Fear and Greed. Vous allez souvent m'entendre parler du Crypto Fear and Greed dans les émissions, tout simplement, et bien en fait c'est une roue qui nous permet ici de voir entre ici la vente et l'achat. On voit plusieurs couleurs, le rouge, le jaune, le gris, le bleu ainsi que le vert. Et en fait cet indicateur nous retranscrit tout simplement la psychologie du marché. Donc vous le savez, si on a eu une énorme correction, les investisseurs vont avoir peur. Ils ont connu des pertes, ils ont vu des actifs corriger énormément, donc on est dans la peur. Et bien le Crypto Fear and Greed nous donne la psychologie du marché actuellement. Ça nous permet un petit peu de comprendre bien à où est-ce qu'on en est actuellement. Est-ce que la psychologie du marché est dans la peur? Est-ce que la plupart des investisseurs ont peur d'investir et sont sortis du marché? Ou est-ce qu'à l'inverse, on est dans la joie, voire même dans ce qu'on appelle l'extrême joie? Et à ce moment-là, tout le monde est actuellement en profit et tout le monde pense être le meilleur trader du monde. Et en fait, la psychologie du marché, elle est très intéressante puisque nous, la Team Logique, nous l'utilisons dans ce qu'on appelle la psychologie inversée. J'ai fait un petit tutoriel pareil sur YouTube pour vous expliquer la psychologie inversée. Donc ça s'affiche normalement soit juste en dessous ici, soit juste en dessous ici. N'hésitez pas à aller le voir par la même occasion, ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on utilise cette psychologie, parce que la psychologie inversée, c'est vraiment extrêmement important à comprendre sur le marché crypto-monnaie. Pour vous en toucher 2-3 mots, c'est très simple. Et bien, quand on est dans la peur et que la majorité des investisseurs ont peur d'investir, qu'ils ont connu des pertes et que actuellement, évidemment, ils sont en perte, et bien, généralement, c'est à ce moment-là que les whales, la smart money, le gros argent, les investisseurs, on va dire, avec les plus gros portefeuilles, commencent à essayer d'investir petit à petit. Parce que ça veut dire qu'on a beaucoup corrigé
corriger et ça veut dire que eux rachètent la peur et donc les ventes que réalisent les investisseurs débutants. Et à l'inverse, quand on est dans la joie, dans l'extrême joie, donc ici on est actuellement dans la peur, hein, le FIR 29, mais plus on monte dans le vert, plus on sera dans l'extrême joie. Et là, à ce moment-là, ça montre que tous les investisseurs sont gagnants, que tout le monde pense être les meilleurs traders du monde. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les whales, donc la smart money une fois de plus, se met plutôt à vendre des positions et à vendre directement leurs positions à toutes ces personnes qui achètent en masse en se disant qu'ils vont devenir riches facilement et rapidement. Donc ça, c'est la psychologie inversée. Pour vous l'expliquer, je vais exprès dans cette vidéo vous schématiser un maximum les choses. Tant que vous avez déjà cette base d'informations, vous allez avoir une première compréhension et après vous allez pouvoir évidemment commencer à peaufiner le sujet. On a ensuite le social index. Le social index, je ne l'utilise pas trop, même si je l'annonce en vidéo, tout simplement parce qu'il est souvent assez cassé, donc ça veut dire qu'il ne fonctionne pas extrêmement bien. Tout simplement, il est censé nous retranscrire au travers des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Eh bien, la psychologie du marché par la même occasion. Donc, quand est-ce que sur les réseaux sociaux, les investisseurs ont peur? Quand est-ce qu'il n'y a que des tweets négatifs, etc. Eh bien, à ce moment-là, on va plutôt dans le down, donc dans la peur. Et à l'inverse, quand est-ce qu'on est plutôt dans la joie? Et là, on voit qu'on parle beaucoup de marché crypto-monnaie, on voit évidemment qu'il y a beaucoup de tweets aussi extrêmement positifs, etc. Bref, le social index, je ne l'utilise pas trop, mais vous pouvez, dans un premier temps, essayer, pourquoi pas, de vous familiariser avec. Et ensuite, on a le market order flow. Donc là, c'est directement ici les murs d'achat et les murs de vente. Comme vous le savez ici, le prix, en fait, c'est directement un combat entre des acheteurs et des vendeurs. Et donc, quand les acheteurs ont plus d'argent, donc quand il y a plus d'investisseurs ou de traders qui sont actuellement en long, donc qui achètent directement du Bitcoin, eh bien à ce moment-là, il y a une pression acheteuse. Et si les vendeurs n'arrivent pas à avoir une pression vendeuse plus importante que les acheteurs, alors le prix va partir à la hausse. Et de cette manière, le market order flow nous permet de voir dans un instant assez précis, je crois que c'est toutes les 5 minutes peut-être qu'il se rafraîchit, et bien de voir si ce sont plutôt actuellement les acheteurs qui sont positionnés, donc s'il y a plus de pression acheteuse, donc de liquidités qui sont déversées à l'achat, ou si à l'inverse, il y a plus de personnes qui vendent, et donc de cette manière qu'il y a plus de pression vendeuse, qu'il y a plus de liquidités qui sont déversées à la vente. Donc ça, c'est le market order flow, on peut aussi l'utiliser, il est assez intéressant et ça nous permet d'avoir d'un point de vue global déjà une vision de qu'est-ce que le marché réalise actuellement. Ensuite, on a le graphique, donc ça c'est un graphique très simple, vous le savez, moi pour ma part, dans les vidéos, je le mets en 4 heures. Donc voilà, tout simplement pour avoir une vision un petit peu plus court-termiste, mais aussi pour pouvoir voir un petit peu les structures qui se dessinent, qui ne sont pas encore en place en daily, donc à moyen terme, mais qui sont déjà en place en 4 heures. Et donc, pour pouvoir ici, dans un premier temps, j'ai envie de dire, essayer d'anticiper le futur mouvement qui pourrait arriver à plus moyen terme. Donc il n'y a pas grand-chose ici à vous dire forcément, c'est un graphique comme tous, j'ai envie de dire, et on est directement en disposition de chandelier japonais. Vous le savez, on peut mettre évidemment en plusieurs dispositions, mais pour ma part, je préfère avoir une disposition en chandelier japonais et tous mes graphiques sont dans cette disposition. Donc voilà directement pour le Scalpex Index, pas grand chose à dire de plus, hein, c'est très simple. On a peut-être ici à la limite les murs d'achat et les murs de vente, donc on peut voir ici directement sur les différents exchanges, eh bien les liquidités qui sont actuellement déposées à l'achat et les liquidités qui sont déposées à la vente. C'est un petit peu plus poussé, donc à vous maintenant de voir si vous avez déjà le niveau d'essayer d'aller voir directement dans l'order book, mais en tout cas, de toute façon, le market order flow est déjà une première indication qui va simplement faire le calcul pour vous en fonction des murs d'achat et des murs de vente et qui vous retranscrit ici la psychologie des investisseurs. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ça. Ensuite, on a les liquidations. Les liquidations, je les passe assez souvent lorsqu'il y a eu un fort mouvement, que ça soit un fort mouvement à la baisse ou un fort mouvement à la hausse. On peut avoir un short squeeze, on peut avoir un mouvement fort très rapide, une très grande jambe baissière. Eh bien, je viens passer les liquidations tout simplement pour voir si oui ou non le mouvement qui a été réalisé est venu accomplir son objectif. Comme vous le savez, si on réalise un fort mouvement à la hausse, qu'on peut appeler un short squeeze quand c'est vraiment très rapide et surtout assez brutal avec pas mal de liquidités acheteuses, eh bien à ce moment-là, c'est tout simplement ici pour venir liquider des shorts. Et donc de cette manière, quand on liquide des shorts, ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui pensaient que le marché allait partir plus bas, donc ils sont venus, donc des traders qui sont venus mettre du levier sur leur position et qui ont shorté le marché en pensant que le Bitcoin allait partir plus bas. Et généralement, lorsqu'il y a trop de personnes qui justement ouvrent ce type de position-là, ça crée une pression vendeuse importante et les whales, une fois de plus, la smart money, eh bien quand il y a cette pression vendeuse trop importante, ils rachètent un maximum et ils peuvent totalement essayer de short squeeze pour aller récupérer les liquidités. Parce que comme vous le savez, si on est un trader et qu'on ouvre avec du levier, une position, eh bien on a ici un prix de liquidation. Et ça veut dire tout simplement que notre position est totalement fermée par le broker ou par l'exchange par lequel on passe, bien si on vient directement taper ce prix. Et les whales, la smart money, connaissent à peu près, définissent ce type de zone et généralement aiment bien avoir des mouvements très rapides pour revenir chercher ces zones et venir liquider un maximum de positions. Et donc c'est pour cette raison qu'on va passer les liquidations à la suite d'un mouvement assez important, eh bien pour voir si oui ou non évidemment il y a eu un objectif qui a été rempli. Donc on peut
voir là par exemple, je l'ai branché en 12 heures et on voit qu'on a ici des liquidations. Donc on peut directement passer, on a la date, là avec le petit rectangle noir que vous pouvez voir, on a la date, le 20 décembre 2022. Ensuite on a l'heure, à 1h du matin. Eh bien on a eu un total, comme vous voyez tout en bas, de 22,4 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées et de 1,48 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Alors évidemment les amis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle ici de manière mondiale ou alors qu'on parle ici de beaucoup d'exchanges. On a ici un certain nombre d'exchanges qui sont pris en compte, les plus grands comme vous le voyez ici, on a Binance, Bybit, OKEx, UOB, Coinex, BitMEX, Deribit, Bitfinex. Donc on a quand même ici pas mal d'exchanges, des gros exchanges, donc il y a beaucoup de liquidités. Donc ça veut dire que quand on a ici tout simplement 5,75 millions de dollars de positions short qui sont liquidées, ce n'est pas du tout énorme, c'est vraiment pas grand chose. C'est ce qui arrive tous les jours et c'est même ici, j'ai envie de dire, des journées banales et même des journées dans lesquelles il y a eu très peu de liquidation. Par contre, quand on vient ici, quand on voit ici directement la candle, donc ici directement le chandelier qui est très haut, là on peut se dire ok, il y a eu sans doute un pic de liquidation. On voit ici 124,67 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées le 16 décembre 2022 à 13h. Donc là oui, on a eu ici un objectif qui a été atteint, on est bien venu liquider un maximum de positions longues et ce en plus sur une période de 12 heures. On n'est pas non plus en 24 heures. Donc là oui, on pourrait se dire ok, après un fort mouvement baissier, on est venu liquider un maximum de longues et donc ça nous envoie une première indication qui généralement peut se dire ok, on est venu ici directement accomplir notre objectif, donc attention, on pourrait avoir un rebond dans l'autre sens et ça peut nous permettre ici d'essayer de désigner une position d'achat pour pouvoir directement ouvrir en fait une position, j'ai envie de dire sur un bottom et ici juste après une très belle correction. Et on peut avoir la même chose ici, des petits pics de liquidation short cette fois-ci puisqu'on a 80,91 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées et donc comme vous le voyez, on voit directement ici d'un point de vue externe, on peut voir quand est-ce qu'il y a eu des forts mouvements, quel jour et quand est-ce qu'à l'inverse on est plutôt ici sur quelque chose qui est très plat et comme d'habitude, plus on voit ici qu'il y a très peu de liquidation, cela montre qu'il y a très peu de volatilité sur le marché et donc on peut s'attendre à un très fort mouvement qui arrive aussi dans les futures journées à venir. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser les liquidations, je les passe assez souvent dès lors qu'on a de forts mouvements afin ici de pouvoir désigner du coup quel type de mouvement est-ce qu'on pourrait avoir d'ici peu et surtout quel type de mouvement est-ce qu'on a déjà réalisé. Ensuite les amis, bien évidemment vous pouvez me rejoindre sur Twitter, c'est directement ici cryptologique-du-bas, le lien est dans la description par la même occasion. Et bien sur Twitter, pourquoi est-ce que vous pouvez me rejoindre? Et bien premièrement, c'est les bonnes résolutions de 2023, 2023 arrive, rejoignez-moi tout simplement parce que je vais vous partager un maximum d'informations sur Twitter, ça va être des analyses techniques, ça va être ici des crypto-monnaies, des analyses fondamentales, je vais vous faire un maximum de travail sur cette année 2023 afin de vous réaliser des threads et pouvoir vous aider à, encore une fois, mieux comprendre le marché crypto-monnaie, mieux l'interpréter et pouvoir l'appliquer à vos propres stratégies. Donc en 2023, c'est un petit peu mon comeback sur Twitter. Donc vraiment, les amis, n'hésitez pas, il va y avoir un maximum d'informations. On va aussi, évidemment, plus vous allez pouvoir mettre en place de très gros concours. Il y a beaucoup de marques qui m'ont déjà contacté pour mettre en place des concours. Donc plus vous allez être présent sur Twitter, les amis, plus évidemment, on va pouvoir mettre en place des concours. C'est pour vous récompenser de tout ce que vous faites au quotidien, vos petites actions, vos likes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un gros like, les amis, ça fait toujours plaisir. Un gros commentaire aussi, donc toutes les personnes qui pensaient à mettre un like, un commentaire, à s'abonner, ça c'est des petites actions qui nous récompensent et nous derrière évidemment ça fait en sorte que les marques ont plus confiance en nous et à ce moment là je peux vous proposer un maximum de concours et un maximum de cadeaux pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Donc il y a aussi évidemment mon lien Instagram. Sur Instagram là c'est un petit peu plus ici du lifestyle, qu'est-ce que je fais dans ma vie, quelques photos de moi, etc. Donc n'hésitez pas, pour les personnes que ça intéresse, vous allez pouvoir plus un petit peu rentrer dans mon intimité, dans mon perso entre guillemets. Et après il y a aussi le groupe Telegram que je réouvre ici au grand public. Il n'avait pas encore été réouvert, ça fait quasiment 8 mois qu'il n'était pas public. Donc là les amis, le lien est en description. Sur le groupe Telegram c'est pareil, un maximum d'informations sur le marché crypto-monnaie, on vous partage des news, on vous aide évidemment à déceler un petit peu les mouvements qui se passent dans un instant T. Donc si on est par exemple aujourd'hui le 25 décembre 2022, eh bien on va vous partager des charts pour vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe. On peut vous partager aussi des analyses techniques de certains altcoins et à l'intérieur il y a différents administrateurs, donc des personnes que j'ai choisies directement qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous êtes perdu ou alors si vous avez des questions pour en comprendre un petit peu plus sur le marché crypto-monnaie, ils sont là pour ça et vont répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vraiment en 2023 on revient en force avec de plus en plus d'informations. On va vraiment mettre en place ici un maximum de choses pour pouvoir faire
pour faire en sorte que vous puissiez bien mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Et ensuite, on a directement les graphiques, vous les connaissez. Moi personnellement, j'utilise TradingView pour pouvoir ici afficher les graphiques. On est ici sur le Bitcoin, pareil, le lien est en description. N'hésitez pas à aller l'ouvrir, c'est totalement gratuit. Alors qu'est-ce que j'utilise pour ma part sur TradingView? Alors sur TradingView, vous allez pouvoir voir dans mes vidéos des rectangles ici que vous allez voir en rouge. Alors qu'est-ce que ces rectangles rouges? Eh bien c'est simplement des zones de résistance. Une zone de résistance, c'est une zone dure dans le prix, c'est une zone ici qui risque de nous rejeter. Donc comme on voit ici, c'est une zone qui a été travaillée. Ça a été à l'époque ici une zone de support et finalement c'est devenu une zone de résistance. Donc c'est une zone que les vendeurs vont défendre. Donc je vais les tracer exactement pour faire en sorte évidemment que si on trouve un rebond, de me dire que cette zone de résistance, attention, risque d'être une zone dure sur le prix et donc potentiellement une zone qui va rejeter le prix. Et donc à ce moment-là, ça me permet de voir concrètement qu'est-ce qu'il va se passer au contact de cette zone de résistance. Ensuite, on a les zones, donc les rectangles que je mets en bleu. Ici, ce sont des zones de support quand je les mets en bleu. Donc je peux par exemple vous tracer ici une zone de support pour que vous compreniez un petit peu mieux qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà, ici on a une zone de support. Donc quand vous voyez dans mes vidéos un rectangle bleu, c'est directement une zone de support. Donc cela veut dire que c'est une zone sur laquelle les acheteurs essayent de racheter un maximum de positions. Donc ils défendent cette zone et comme vous le voyez, cela peut permettre au prix ici de revenir le tester et par la suite de trouver rebond. Donc on a directement ici un rebond et à chaque fois des liquidités qui sont rachetées par les acheteurs au contact de cette zone de support. Donc c'est toujours très intéressant là aussi de pouvoir mettre en place les zones de support puisque si jamais, imaginons qu'on revienne ici partir à la baisse, eh bien on peut toujours s'attendre à trouver un rebond sur cette zone et surtout on sait que c'est une zone qu'il va falloir surveiller puisque si on la casse à la baisse, alors on peut assister à une accélération baissière. Donc pareil, un niveau de support qui est cassé à la baisse, c'est une accélération baissière généralement et donc évidemment cela peut nous permettre de déceler un petit peu plus les futurs mouvements à venir. Ensuite, vous allez pouvoir voir sur mes graphiques Fibonacci. Donc généralement, je mets ici directement Fibonacci de cette manière sur le prix. Alors comment est-ce que j'utilise Fibonacci? Dans un premier temps, je vais vous mettre directement mes paramètres pour que vous puissiez vous aussi les enregistrer de votre côté. On a du coup les 0,382 de Fibonacci, les 0,618 de Fibonacci, on a la zone des 1 de Fibonacci, les 0 ainsi que les 0,786. Donc n'hésitez pas à répliquer ça dans Fibonacci. En fait, vous prenez ici votre outil Fibonacci, vous le tracez, vous cliquez sur le petit engrenage et vous arrivez directement dans vos paramètres de Fibonacci. Et donc quand vous êtes dans les paramètres, vous pouvez faire un petit peu à votre sauce, mais en tout cas pour utiliser les mêmes zones que moi et donc pour pouvoir suivre les vidéos au mieux, vous allez pouvoir utiliser ici uniquement ces zones. Toutes les autres zones que vous avez potentiellement, les 0.5, les 2.618, et bien tout ça vous décochez, il suffit ici de cliquer et de décocher. Et ensuite qu'est-ce qu'il se passe? Et bien vous pouvez ici revenir dans l'arrière-plan, vous baissez un petit peu l'opacité afin de pouvoir voir le graphique. J'ai ici mis les niveaux en valeur et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche, vous mettez sauvegarder sous et vous mettez le nom du modèle et ça moi j'appelle ça le premier arrêt plus RLZ. Donc directement ici vous pouvez mettre un premier arrêt, je ne vais pas mettre les accents, plus RLZ, hop. Et donc là, vous sauvegardez directement et une fois que vous avez fait ça, vous avez directement ici votre Fibonacci. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On a ici 3 zones, on voit les 0,382 de Fibonacci. Donc ça, c'est ma première zone. C'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est la première zone sur laquelle le prix risque de connaître une réaction. Donc imaginons qu'on soit ici en train d'essayer de poser bottom. Donc on vient ici trouver rebond. C'est au contact de cette zone que la première fois ici qu'on trouve un rebond, eh bien on risque d'avoir ici une réaction du prix. Donc à voir cette zone ici, c'est une zone qui va être une zone de résistance. Donc est-ce qu'on va s'en faire rejeter ou est-ce qu'on va réussir à la passer? C'est pour cette raison du coup qu'on regarde très souvent les 0,382 de Fibonacci. Ensuite, après les 0,382 de Fibonacci, il y a une deuxième zone, c'est directement ici les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc ça, c'est une seule zone entière pour ma part, je l'utilise de cette manière. C'est ce que j'appelle la zone de rechargement. Donc la zone de rechargement, en fonction de si on est ici dans une tendance qui est haussière, donc si on essaye de trouver un rebond, eh bien ici, ça va être ce qu'on appelle la zone de rechargement vendeuse. Donc quand on revient d'une tendance baissière et qu'on trouve un bottom, le fait de revenir dans les 0,618, 0,786
de Fibonacci, ça va être la zone de rechargement vendeuse. Donc dans cette zone ici, les vendeurs vont tout faire pour essayer de nous faire rejeter et de renvoyer le prix à la baisse. Donc c'est pour cette raison qu'on va surveiller cette zone parce qu'il risque d'y avoir du mouvement dans cette zone. Et à l'inverse, si les acheteurs arrivent à conserver cette zone et par la suite à regagner ici, eh bien on sait qu'on a vraiment ici des acheteurs qui cherchent à relancer le prix et donc on a une validation de la reprise de la tendance. Et à l'inverse, on peut avoir un Fibonacci dans l'autre sens, donc il faut que je le trace directement dans l'autre sens. Voilà, et ici, donc c'est comme si on revenait d'une tendance qui était baissière, donc là on est sur une tendance baissière, le fait de revenir dans cette zone entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, c'est cette fois-ci la zone de rechargement acheteuse. Donc c'est dans cette zone que les acheteurs vont tout faire pour essayer de relancer le prix et potentiellement de regagner la tendance haussière. Par contre, si à l'inverse les vendeurs arrivent à casser cette zone, eh bien on sait qu'on va avoir une accélération baissière et une continuation de la tendance baissière. Donc voilà, on les utilise directement dans le prix. Donc ici, on va pouvoir effacer tout ça. Donc c'est directement, tout simplement, comme vous le voyez, je vais vous le montrer. On peut tracer Fibonacci dans un mouvement précédent, voilà ici. Donc on prend ici les deux extrémités du mouvement précédent. On a les 0,382 qui sont ici au 17 748 $. Et comme on voit, elles ont déjà bloqué le prix à ce niveau-là. On s'est fait rejeter. Et ensuite, on a ici la zone de rechargement acheteuse. Et donc on se dit que voilà, ici, si on regagne les 0,382 qui sont ici, donc si on arrive à les regagner, on va revenir dans cette zone. Et c'est vraiment ici qu'on risque d'avoir du fort combat et que potentiellement, on va comprendre si oui ou non les acheteurs arrivent à regagner la tendance. Donc voilà, je vous explique tout ça, c'est vraiment très schématique et c'est exprès faire en sorte dans cette vidéo de pouvoir vous schématiser un maximum la chose. Ensuite, après le retracement de Fibonacci, j'ai aussi sur Fibonacci ce que j'appelle la garage zone. Donc la garage zone, c'est ici, vous allez le voir assez souvent par la même occasion dans mes vidéos, je vais vous montrer les paramètres. Donc dans les paramètres, on a ici juste les 0, les 1, les 1.618 ainsi que les 2 de Fibonacci et tout le reste on décoche. Je le mets en orange pour la garage zone, voilà, c'est un petit peu mémotechnique, j'aime bien le mettre en orange. J'ai baissé pareil l'opacité assez quasiment au maximum afin ici qu'on puisse voir évidemment les graphiques au travers, la valeur qui est toujours, le niveau qui est toujours en valeur et ensuite vous pouvez directement mettre pareil, sauvegarder sous et vous appelez ça la garage zone. Une fois que vous avez du coup ça, la garage zone, eh bien c'est tout simplement cette zone ici, c'est les 2 et les 1.618 de Fibonacci. Donc ça, tout ça là, c'est la garage zone. Et comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, c'est simplement une extension du mouvement précédent. Donc quand on revient, imaginons ici, d'une tendance baissière et qu'on essaye de poser un bottom, donc pareil, de cette manière, imaginons, eh bien, l'extension de Fibonacci de ce mouvement-là, donc comme vous le voyez là, c'est directement cette zone, la garage zone. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, sur un double bottom, comme on est en train de le faire ici, donc on a un double bottom, eh bien, on met en place l'extension de Fibonacci parce que c'est souvent ici l'objectif du double bottom et c'est souvent ici la première zone dans laquelle les acheteurs commencent à s'essouffler. Donc de tout ce mouvement ici là que vous voyez de cette manière là, eh bien les acheteurs s'essoufflent et ce qui fait tout simplement que eh bien on assiste soit à une consolidation, soit attention évidemment à une petite correction et c'est à ce moment-là qu'il faut s'assurer de voir ce que le prix va réaliser. Donc la garage zone, c'est une extension d'un mouvement. On peut avoir la garage zone dans le sens inverse évidemment aussi. Lorsqu'on a un mouvement qui est baissier, si voilà, on assiste ici à ce mouvement baissier, on a directement ici un M-top qui se met en place, et bien on vient mettre en place la garage zone ici de ce mouvement précédent et donc l'extension devrait nous ramener dans cette zone. Donc si on corrige bien jusqu'à cette zone, et bien on sait que c'est ici que les vendeurs vont s'essouffler et potentiellement qu'on pourrait essayer de poser un bottom dans cette zone. Donc voilà un petit peu maintenant pour la garage zone. Ensuite, au niveau des indicateurs. Alors moi, les indicateurs, ceux que j'utilise le plus, c'est des indicateurs de momentum. C'est des indicateurs en fait qui nous permettent de mesurer la force dans le mouvement. Donc ici, par exemple, on a eu un fort mouvement baissier. Et bien après ce mouvement baissier, est-ce qu'il reste de la force vendeuse dans le mouvement? Et bien c'est un peu vraiment ce que j'essaye de chercher au quotidien. Pour ce faire, j'utilise plusieurs indicateurs. J'utilise dans un premier temps le MACD qui est ici directement sur le carré MACD que vous pouvez trouver dans les indicateurs. Donc vous allez directement ici dans indicateur et vous tapez un carré MACD.
le carré MACD, voilà, qui est ici, de carré bleu. Donc vous cliquez dessus, vous avez directement l'indicateur qui s'affiche. De cette manière, comment est-ce que je l'utilise? Pareil, je vais vous montrer un petit peu mes paramètres. Donc moi j'ai mis le premier paramètre ici en histogramme, donc c'est vraiment ici pour moi le plus simple, j'ai envie de dire, à pouvoir lire. Le deuxième ici qui est directement en droite, donc pour qu'on puisse voir concrètement comment fluctue, comment bouge le momentum. Et comme vous le voyez, moi je n'ai pas affiché ici directement les moyennes mobiles. Moi les moyennes mobiles, je n'en ai pas besoin, je n'utilise pas le MACD avec les moyennes mobiles, donc n'hésitez pas à mettre vos propres paramètres. Donc on est directement ici sur le MACD. Comment est-ce qu'on utilise le MACD dans la TeamLogic? Eh bien on a du coup ici la zone de neutralité, donc qui sont représentées ici par les 0.0. Donc la zone de neutralité, nous le MACD on le divise en 3 zones. Ensuite on a la zone ici de dominance acheteuse et la zone de dominance vendeuse. Donc qu'est-ce qu'il se passe sur le MACD? Eh bien on voit qu'on a ici cette courbe rose qui va fluctuer en fait et qui va venir généralement en fait entre la zone ici de dominance vendeuse, la zone de dominance acheteuse et la zone de neutralité. Donc là, on est sur la zone de neutralité. Quand on est sur la zone de neutralité, eh bien, cela montre que le prix actuellement est en train de retester la demande. Et c'est au contact de la zone de neutralité qu'on va trouver tout simplement ici les futurs mouvements. Quand on arrive à la zone de neutralité, c'est à ce moment-là qu'on commence concrètement à avoir du mouvement. Donc soit on se fait rejeter de la zone de neutralité, donc on revient dans la zone de dominance vendeuse. Donc cela veut dire tout simplement que le momentum se déverse pour les vendeurs. Et donc ici, de la zone de neutralité jusqu'à cette zone, on a vraiment ici la possibilité pour les vendeurs de concrètement ici déverser du momentum dans le mouvement. À l'inverse, si on casse la zone de neutralité à la hausse et qu'on revient dans la zone de dominance acheteuse, cela nous montre du coup que ce sont les acheteurs qui dominent le momentum et donc ce sont les acheteurs qui risquent ici de concrètement continuer de pousser le prix à la hausse et donc évidemment qui vont nous permettre de continuer ici une tendance haussière. Donc voilà comment j'utilise le MACD. On est directement ici sur 3 zones tout simplement: zone de dominance acheteuse, zone de neutralité et zone de dominance vendeuse. Ensuite, on utilise aussi le ratio long short. Le ratio long short, c'est pareil, on l'utilise sur 3 zones. On a la zone de neutralité, la zone là-haut, c'est directement la zone d'essoufflement acheteuse, donc ici, et ensuite la zone verte ici, c'est la zone d'essoufflement vendeuse. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on voit qu'on a directement ici 2 moyennes mobiles qui se baladent, une rouge et une verte. Quand on est au contact de la zone de neutralité, cela veut dire qu'on reteste la demande. Et pareil, quand on est au contact de la zone de neutralité, c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir du mouvement. Si on vient de la zone de neutralité jusqu'à la zone d'essoufflement vendeuse, et bien là, ici, on a un fort mouvement baissier qui se met en place sur le prix. Et quand on arrive dans la zone d'essoufflement vendeuse, cela veut dire que le momentum, donc la force, eh bien, elle ne peut plus se déverser plus pour les vendeurs. Donc les vendeurs ici s'essoufflent, ils n'ont plus assez de force pour continuer de pousser à la baisse. Et donc c'est ici dans cette zone que potentiellement le prix essaye de trouver un bottom ou alors une consolidation. Et à l'inverse, quand on est ici dans la zone d'essoufflement acheteuse, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a réalisé un mouvement haussier trop important, que les acheteurs n'ont plus de force, qu'ils n'arrivent plus à continuer de pousser le prix et donc généralement on trouve des tops de marché et donc c'est ici qu'on essaye potentiellement de prendre des profits. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise le ratio long short. Donc c'est ici le long short BIMEX que vous pouvez directement afficher dans vos indicateurs. Pareil, c'est un indicateur qui est gratuit. Ensuite, j'utilise aussi le RSI. Le RSI, on l'utilise de la même manière. Ici, on a la zone de neutralité, la zone ici de d'essoufflement vendeuse et la zone ici d'essoufflement acheteuse. Donc tout ce qui passe ici dans cette zone et en dessous, eh bien ça fait en sorte pareil que le momentum n'est plus assez puissant pour les vendeurs et donc que les vendeurs s'essoufflent. Donc généralement, on trouve des bottoms dans cette zone et à l'inverse, quand on est ici dans la zone d'essoufflement acheteuse, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé un mouvement haussier trop important et que généralement les acheteurs commencent à s'essouffler. Au contact de la zone de neutralité, c'est la même chose. On a tout simplement ici un retest de la demande qui est réalisé. Généralement, majoritairement, vous allez le voir lors de nos analyses, on utilise totalement le momentum, tout simplement parce que pour nous, c'est vraiment ici la meilleure indication à obtenir, c'est de savoir est-ce que actuellement les acheteurs ont de la force, est-ce que les vendeurs ont de la force, est-ce qu'ils essayent de le déverser dans le cours, est-ce qu'ils n'essayent pas de le déverser dans le cours. Tout ça, ça nous permet de comprendre concrètement eh bien, qu'est-ce que le prix risque de faire. Et on a généralement ici un petit peu d'avance puisque on peut permettre d'anticiper grâce à ce type d'indicateur. Mais ce n'est pas tout, on n'utilise pas que des indicateurs de momentum. Déjà, on a les retracements de Fibonacci, donc on a Fibonacci, comme je vous l'ai dit, ici ça nous permet de localiser le prix. Donc la localisation du prix, c'est aussi évidemment un indispensable. Lorsqu'on veut ici ouvrir des positions, eh bien il faut localiser le prix. Et pour ce faire, on utilise aussi le ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile, c'est ici directement un indicateur qui s'appelle le REMA BB. Je vous mets tout comme d'habitude en description que vous pouvez afficher dans vos indicateurs. Le REMA BB, généralement, vous allez l'avoir avec tous ces tracés en plus là. Donc je vais vous les mettre comme ça, vous voyez directement
directement. Voilà, vous allez avoir tout ça. Donc quand vous avez tout ça, vous enlevez en fait tous les tracés. Tout ce qui est marqué tracé, vous pouvez les décocher. Pour ma part, je l'utilise uniquement avec les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles qui sont présentes, c'est directement ici la moyenne mobile jaune qui est la 20 périodes. Ensuite, on a ici un dégradé de couleur qui se fait et c'est de 5 en 5. Donc 20 périodes, 25 périodes, 30 périodes, 35 périodes, 40 périodes, 45, 50, 55. Donc la 55, c'est directement ici la rouge que vous voyez tout en haut. Et ensuite, la toute dernière que nous avons, c'est la moyenne mobile violette qui s'appelle le MA 89. Donc c'est ici la moyenne mobile 89 périodes. Donc on a ici, comme on le voit, une distance qui est faite entre la 89 périodes et la 55 périodes. Et bien c'est tout simplement ici bien fait exprès pour pouvoir nous permettre de comprendre quand est-ce que potentiellement le prix risque de s'essouffler dans un premier temps. Donc comme vous le comprenez, si ici on vient regagner le ruban et qu'on arrive à toucher le MA 89, et bien dans un premier temps on est revenu tester une zone de résistance qui est clé. Le ruban de MyMobile, vous devez savoir que ça joue une zone de résistance très importante lorsque le prix est en dessous. Donc ici évidemment on a trouvé un bottom et on est revenu dans le ruban, et bien ça a joué une zone de résistance, il nous a rejeté parce qu'il était épais, et donc plus il est épais, plus il joue une zone de résistance importante. Et à l'inverse, quand on est en tendance haussière, et bien il jouera une zone de support. Alors ça fait un petit peu de temps qu'on n'était pas en tendance haussière, donc il va falloir que je remonte un petit peu pour pouvoir vous le montrer. Mais voilà, par exemple ici, comme vous le voyez, on a directement le ruban de MyMobile qui joue une zone de support. Donc ici, tac, on revient dessus, on rebondit, on revient dessus, on rebondit, on revient dessus, on rebondit. Donc voilà comment utiliser le ruban de MyMobile, hein. C'est directement une zone de support majeure lorsqu'on est au-dessus de cette zone, lorsque le prix est au-dessus, et à l'inverse, quand le prix est en dessous, cela joue une zone de résistance qui est clé. Ensuite, on utilise aussi un petit peu les volume profile. Les volume profile, c'est un indicateur ici, comme je l'utilise, qui lui est payant. C'est le seul qui est payant. Pour pouvoir l'obtenir, il faut un compte pro de TradingView. Donc de toute façon, je vous le partage dans les analyses techniques au quotidien. Donc si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas les moyens ou que vous ne voulez pas prendre ici TradingView Pro, eh bien ce n'est pas grave, je vous le partage de toute façon pour ma part dans les vidéos. Donc comme vous le voyez ici, ça nous permet ici tout simplement de voir dans le prix quand est-ce qu'il y a eu des échanges qui ont été réalisés, des gros échanges. Donc ici, on a un spike de volume profile. Donc directement quand on le voit, ça c'est un creux de volume profile. Quand il y a très peu de volume profile ici, cela veut dire qu'on a eu un creux de volume profile. Donc c'est une zone dans laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Donc ça ne va pas jouer une zone de résistance très importante. On peut vraiment le regagner facilement. Par contre, quand on a ici des spikes de volume profile, c'est des zones sur lesquelles il y a eu énormément de combats. Et donc ça va être des zones qui vont être très importantes. Quand on est en dessous de ces zones, cela veut dire que ça va être une zone de résistance majeure, donc on risque de s'en faire rejeter. Et quand on est au-dessus de cette zone, cela va jouer une zone de support majeur, ça veut dire qu'on va trouver potentiellement rebond dessus dans un premier temps. Donc c'est une zone qui est très défendue par la team qui l'a gagnée. Donc là, les vendeurs l'ont regagné en cassant la zone, donc maintenant ils vont la défendre corps et âme. Et à l'inverse, si on était au-dessus, eh bien ce serait les acheteurs qui la défendraient corps et âme. Donc on les utilise dans un premier temps afin de pouvoir voir quand est-ce que le prix peut totalement accélérer. Donc là, on voit que on a tout ce creux de volume profile qui pourrait permettre ici au prix d'accélérer directement et de revenir tester les 19 138 $. Par contre, au contact de cette zone, attention, on risque ici évidemment d'avoir un petit peu de mal à casser. Et quand on voit qu'ici il y a un petit peu de volume profile, ça pareil, c'est une zone qui potentiellement va essouffler les acheteurs et que les vendeurs petit à petit vont essayer de repousser le prix dans ces zones. Donc voilà un petit peu pour les indicateurs qu'on utilise, le volume profile qui est assez simple, ne vous inquiétez pas, au quotidien dans les vidéos, eh bien vous allez commencer à vous familiariser avec puisque je vais vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Et ensuite on a tout simplement les volumes qui sont ici en bas, qui est un petit histogramme qui nous permet de voir dans une journée, donc dans un chandelier japonais ici, eh bien le volume d'échange qu'il y a eu entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on a des fois ici des anomalies dans le volume, donc des spikes de volume, et cela nous montre que du coup dans cette journée précisément, il y a eu beaucoup de combats qui ont été réalisés. Donc voilà un petit peu pour les indicateurs majoritaires que nous utilisons. Autrement, on n'utilise pas forcément d'autres indicateurs, on est sur des supports, des résistances, et on n'a pas forcément la nécessité d'afficher trop de choses sur nos graphiques. Vous allez voir évidemment les amis que sur les émissions de la Team Logic, donc sur les analyses techniques que je réalise, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs ou d'indications directement sur les graphiques, tout simplement parce que pour ma part je préfère avoir un graphique qui est clean. J'analyse aussi assez souvent et précisément les chandeliers japonais, donc les structures, ou alors tout simplement les chandeliers japonais dans la journée précise. Ça nous permet l'appareil d'avoir certaines indications, donc elles sont un petit peu à connaître. On a certaines structures de chandeliers japonais, notamment ici ce qu'on appelle une étoile du soir. Tout ça ici c'est ce qu'on appelle un doji. Donc le doji c'est pareil ici, c'est une clôture qui a eu lieu sur un chandelier japonais. Donc je vais pas pouvoir tous vous les présenter, il y en a vraiment énormément, mais vous pouvez trouver un petit peu partout sur internet, allez fouiller
fouiller des indications sur les chandeliers japonais et ça va vous présenter tout simplement les différentes structures. Donc voilà pour cette émission les amis, j'espère concrètement qu'elle vous aura fait plaisir. Pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner puisque là vous avez entre les mains tout ce qu'il faut pour comprendre la chaîne. Donc n'hésitez pas à utiliser vous-même cette propre stratégie, ces différents indicateurs, vous allez voir qu'ils sont vraiment extrêmement utiles et n'hésitez pas à vous inspirer des différentes émissions que je réalise. Donc vraiment pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, rejoignez la Team Logic, ça va concrètement vous permettre en 2023 de pouvoir comprendre les émissions et de pouvoir les suivre de la manière la plus simple possible. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission, j'espère concrètement qu'elle vous aura fait plaisir, c'est un cadeau de Noël que je vous offre aujourd'hui, donc une émission un petit peu plus précise et schématique sur tous les indicateurs, toutes les dispositions que j'utilise sur les analyses graphiques. Ça va vous permettre à vous de pouvoir suivre les analyses techniques beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire, même toutes les nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne, eh bien vont pouvoir tomber sur ce tutoriel, c'est vraiment un tutoriel pratique pour concrètement pouvoir faire partie de la Team Logic et pouvoir suivre toutes les émissions au quotidien. Donc je sais que vous étiez nombreux à m'avoir fait la demande, j'en ai vu beaucoup dans les commentaires, dans les mails, à me demander de vous expliquer mes stratégies ainsi que mes indicateurs. Donc j'ai essayé aujourd'hui dans cette vidéo de vous schématiser un maximum la chose. J'ai pas voulu faire une vidéo non plus trop longue parce que si je rentrais trop dans les détails, on allait rentrer dans plusieurs heures potentiellement de vidéos. Donc voilà, vraiment j'espère vous avoir fait un maximum plaisir. Vous allez voir les amis qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir suivre avec une facilité déconcertante toutes les émissions de la Team Logic. En 2023, on revient en force en espérant évidemment que le marché nous donne un petit peu plus de contenu à pouvoir ici présenter dans les émissions. En tout cas, ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir vous faire ce tutoriel. Bienvenue à tous les nouveaux membres qui vont rejoindre la Team Logic. Et comme d'habitude les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao bye bye.